Alors on vient de le voir, et vous l'aurez compris si vous étiez avec nous lors de cette première table ronde, il nous faut à plus ou moins court terme changer nos comportements pour faire pivoter nos économies, nos modes de vie aussi, et adopter de nouvelles manières de consommer, mais aussi de produire. Mais pour réduire notre dépendance aux matières premières, il faut imaginer aussi de nouveaux usages à celles qui existent déjà et peut-être accepter que certaines pratiques appartiennent désormais au passé. L'usage unique, par exemple, je pose ça là. On voit déjà poindre depuis quelques années ce qu'on appelle le circuit court, la circularité, ce qu'on appelle aussi l'économie de la fonctionnalité. Comment vient-elle changer la donne et comment réécrit-elle en partie pour l'instant, mais peut-être davantage dans les années qui viennent, les cahiers des charges de l'ingénierie? Je vous propose qu'on le demande tout de suite à Cyril François. L'analyse du cycle de vie est un sujet qu'il connaît bien. Il est chercheur, issu d'une formation d'ingénieur à l'école des mines de Saint-Étienne autour des enjeux environnementaux. Nous comptons sur vous pour nous aider à mieux définir ce qu'est justement cette économie de la fonctionnalité, en vous appuyant notamment sur un sujet qui vous est cher, je crois, c'est celui de la mobilité. Merci beaucoup. En effet, ma thématique finalement liée à mon laboratoire qui est forcément liée à la mobilité. Donc je vais essayer de ramener des exemples d'économie de la fonctionnalité autour de cette thématique, les mobilités, les transports. Mais tout d'abord, présenter un peu les grands principes. Finalement, l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité, ça vient directement, sont construits en quelque sorte une divergence avec l'économie qu'on peut appeler linéaire, poussée par l'offre, par la possession, où on va avoir une succession d'étapes de l'extraction jusqu'à la fin de vie des biens, où finalement chacune des étapes est souvent appropriée par un acteur qui va individuellement chercher à optimiser son rendement, ses profits. Et donc, derrière, on va se rendre compte que le déchet apparaît dans cette situation comme un coût supplémentaire que chaque acteur va essayer de minimiser au maximum. Ce qui fait finalement qu'aujourd'hui, on a un système qui fonctionne là-dessus, qui n'est pas forcément optimisé par rapport aux déchets, mais plus optimisé par rapport au rendement économique individualisé de chacun des acteurs. Et du coup, derrière, l'économie circulaire vient finalement juste réinterpréter ce système économique en mettant cette fois-ci le point sur le fait d'essayer d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de la ressource, en mettant cette fois-ci la ressource au centre du système, avec à la fois diverses boucles de valorisation. La plus connue est la boucle de recyclage. On va essayer de transformer des déchets en de nouvelles matières pour reconstruire, refabriquer de nouveaux produits. Mais il existe d'autres boucles de valorisation, rénovation, réparation, réutilisation, partage. Et dans le secteur des mobilités, on peut retrouver des boucles de valorisation autour du fait d'utiliser au mieux nos systèmes de transport en minimisant la quantité de véhicules stationnés et donc à ne rien faire pendant la journée, ou en optimisant nos places vides qui peuvent être vues par certains économistes des transports comme un déchet, les places vides dans les véhicules. Et à ces boucles de rétroaction, on a aussi d'autres piliers qui viennent renforcer l'action de l'économie circulaire, notamment l'approvisionnement durable. On peut penser aux matériaux biosourcés, l'éco-conception, en intégrant l'ensemble du cycle de vie dans la conception de nos produits et de nos services. Les synergies territoriales, on en a parlé, la table ronde juste précédemment. Et on retrouve comme pilier de l'économie circulaire l'économie de la fonctionnalité et l'économie collaborative, ainsi que la question de la consommation responsable avec l'information des consommateurs. Et donc arrive à l'intérieur de cette économie circulaire, en quelque sorte, l'économie de la fonctionnalité qui, lui, vient changer notre système économique en ne se basant plus sur la possession et les biens, mais sur l'usage qu'on en fait. Et donc, on passe d'un système de vente de biens à un système d'échange de services, où justement ces services vont pouvoir être adaptés aux clients auxquels on a affaire, adaptés au territoire sur lequel on veut justement mettre en place ces services. Et l'économie de la fonctionnalité, l'économie de la fonctionnalité et de l'économie circulaire sont tous les deux des vrais leviers pour découpler notre économie à la fois à l'usage de la ressource. Dans la séance précédente, on parlait justement de cette corrélation entre l'usage de la ressource et l'économie. Et finalement, ici, on arrive à avoir des solutions pour découpler, utiliser moins de ressources pour continuer à avoir une activité économique potentiellement croissante. On peut aussi imaginer dans ces systèmes d'économie de la fonctionnalité circulaire des plus-values au niveau social, avec un maximum d'utilité et de fonctionnalité qu'on tire d'un nombre de production et données. Et on peut aussi imaginer un découplage avec l'environnement, potentiellement à viser à minimiser, même régénérer notre environnement avec des impacts négatifs.
Et donc, si on revient là-dessus, ce sont des vrais leviers pour découpler notre économie. Cependant, ce ne sont pas des garants. Ce n'est pas parce qu'on va mettre en place des solutions d'économie circulaire qu'on va forcément aller vers un découplage. On peut justement avoir des vraies externalités négatives et donc se poser la question de bien concevoir nos systèmes de solutions d'économie circulaire. Maintenant que j'ai un peu présenté le contexte, finalement, dans mon point de vue, pour les mobilités, comment on se situe? Au niveau de l'économie de la fonctionnalité, l'approche servicielle est plutôt ancienne, et même historiquement, ça a commencé par là, parce que dès déjà le XVIIe siècle, on avait déjà nos premiers services de transport urbain qui existait. Blaise Pascal proposait le carrosse à 5 sols à Paris, qui fut un des premiers services proposés. Ensuite, on arrive au milieu du 19e siècle avec une vraie construction de tout un écosystème autour des diligences pour justement fournir ce service de transport qui ont amené à bouleverser grandement nos sociétés. On a vu apparaître des infrastructures qui sont certaines encore centrales dans certains villages, des auberges, des relais. Certains métiers sont apparus, des cochers, des postillons, et on a aussi tout un ensemble d'outils de gestion qui sont développés pour justement permettre à ces services d'exister, des tables horaires, la question de tarification, première classe, deuxième classe. Ensuite, si on continue historiquement, et ben là on arrive avec une nouvelle demande de transport avec des nouveaux services, cette fois-ci de transport urbain, qui sont devenus rentables et qui sont proposés pour la plupart directement par les employeurs ou par les commerces pour justement, dans cette optique, de pouvoir ramener les employés et les clients dans leurs usines ou dans leurs magasins. Et donc, il y avait vraiment ce besoin de répondre à ce nouveau besoin de déplacement et de mobilité. Cependant, si on continue notre petite histoire des transports, on va arriver au XXe siècle, qui est le siècle finalement des modes individuels, en commençant par le vélo, qui s'est développé dès la fin du 19e, qui s'est répandu sur toute la population, qui a même intégré certains corps de métier. Et ensuite, on arrive sur la voiture, qui aujourd'hui, tout le monde sait que la voiture est partout, elle a transformé notre société. Et en plus, on peut voir historiquement que ces deux modes ont aussi changé grandement la façon de faire du commerce, avec l'apparition notamment des ventes par correspondance. Manu France fait partie de ces grandes enseignes qui ont fait de la vente par correspondance, ou les développements des prêts à la consommation, avec les prêts auto qui ont été développés par Citroën à l'époque. Et si on arrive aujourd'hui historiquement, si je veux demander à tout le monde comment vous êtes venu ici à cette conférence, finalement j'aurai un panel de réponses assez vaste avec du transport en commun, des taxis, des Uber, des parkings peut-être spécifiques, du covoiturage, des vélos, etc. Et on voit finalement une vraie multiplication de ces services de transport aujourd'hui, notamment en zone urbaine, mais de plus en plus aussi en zone périurbaine. Mais se pose à cela deux défis pour cette économie de la fonctionnalité, celui d'unifier et de rendre transparent tous ces services au personnel et aux clients, notamment les utilisateurs, à travers une plateforme unifiée. Et ici, on va pouvoir penser à les plateformes de Mobility as a Service, les MaaS, et aussi un défi d'organiser et de réguler l'ensemble de ces services sur un territoire pour éviter que ça soit un peu la foire. Et donc, on a heureusement une régulation qui existait avec la loi d'orientation des mobilités qui a fait prendre en puissance et en compétence les autorités organisatrices des mobilités. Sur le territoire de Lyon, c'est le Citral. En termes de conception, puisqu'aujourd'hui on s'intéresse au cahier des charges sur les services et l'économie de la fonctionnalité, et ben tout ça, ça nous a amené quand même beaucoup à repenser nos méthodes d'évaluation pour justement évaluer des services ou des systèmes. Les sciences de l'ingénieur sont assez bien faites pour justement évaluer des produits. On va pouvoir finalement constituer le produit avec tous ses composants derrière. Mais plus on va aller vers l'évaluation d'un service ou même d'un système de mobilité, de plus en plus on va aller voir des approches de plus en plus interdisciplinaires, pluridisciplinaires, en intégrant de plus en plus les SHS notamment pour intégrer les particularités de services. Qui utilise les services? Est-ce que les bus sont pleins? Est-ce que les bus sont vides en fonction des horaires? Et en plus à cela, il faut intégrer toutes les couches qui vont avec, les couches d'infrastructure, le couche du numérique de plus en plus au niveau des services. Et quand on va être au niveau du système, et là, il y a toute la partie territoriale de l'aménagement du territoire qu'il faut intégrer dans nos évaluations et conceptions. Et pour finir, la question de l'économie de la fonctionnalité, c'est finalement surtout répondre aux besoins qui existent. Et dans la mobilité, les besoins, ils sont très nombreux et très variés du fait de tous les individus qui constituent la population, des sans-emploi, des retraités, des actifs, très actifs même des fois, qui peuvent avoir même au sein d'un même groupe socio-professionnel, avoir des modes de vie différents.
Et aussi, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'échelle des territoires. Chaque territoire est différent, chaque territoire est porteur de fonctions différentes et a des besoins de mobilité différents. Et donc ça, il faut pouvoir les intégrer pour pouvoir justement concevoir des services qui soient adaptés et qui correspondent à ces besoins. Et je voulais finir là-dessus. Merci. Merci beaucoup Cyril François pour ces explications qui lancent effectivement le débat, puisqu'on vient de voir avec vous comment cette économie de la fonctionnalité s'applique à un secteur donné, en l'occurrence celui de la mobilité. Mais est-ce qu'elle arrive à s'installer dans le paysage et est-ce qu'elle peut s'appliquer à tous les secteurs? Quels sont peut-être les freins aussi? Je voudrais qu'on en parle ensemble avec nos invités. Marc Balaï, cofondateur de M+M, opérateur en immobilier d'entreprise. Merci d'être avec nous. Virgile Bourlet, ingénieur extrême défi à l'ADEME. Merci également. Denis Coconcelli, directeur du CIRID, le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Samuel Meyer, directeur du pôle éco-conception, et enfin Arnaud Mercier, chargé RSE, stratégie et mobilité durable chez Michelin. Merci à tous les 5 d'être avec nous. C'est vrai qu'en regardant l'intitulé, la façon dont le sujet a été posé, moi j'ai noté qu'il était écrit « En s'attachant à mettre sur le marché de la fonction d'un bien plutôt que le bien lui-même, l'économie de la fonctionnalité privilégie, et je sais que c'est un mot qui parle à certains d'entre vous, la robustesse et l'augmentation de la longévité d'un produit plutôt que l'obsolescence programmée, la réparabilité et le réemploi plutôt que la mise au rebut ». Est-ce que cette prise de conscience, et ce sera ma première question pour vous tous, vous la datez? Est-ce que vous avez le sentiment que chacun dans votre secteur, il y a eu un moment donné où on s'est dit « Ok, il va falloir qu'on fonctionne autrement et qu'on attrape le problème, si j'ose dire, par un autre bout ». Je commence par vous, Marc Balaï. Allez-y, prenez les micros, faites-les circuler parce qu'on va échanger. Alors nous, on est un acteur de l'immobilier entreprise. On fabrique des bureaux, des laboratoires, des usines. Moi, je fais ce métier depuis 40 ans. Et on a toujours, effectivement, eu ce souci de l'usage. C'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas faire trop d'immobilier pour des tableaux Excel, pour parler clair, et chaque fois de répondre à une problématique utilisateur, celle d'un territoire dans lequel on s'insère. Parce que ça faisait sens pour nous et c'est comme ça qu'on a construit notre histoire. Alors la prise de conscience, elle est brutale, j'ai envie de dire. Elle date... bien sûr, on a conscience de l'extractivisme de notre métier, on a conscience d'un certain nombre de choses, mais entre en avoir conscience et arriver à le mettre en œuvre et à voir comment ça se passe, c'est pas toujours simple. D'autant plus qu'on est dans un métier extrêmement réglementé qui vous impose d'être assuré, d'avoir un certain nombre de choses et finalement qui va grandement contre, je dirais, le réemploi, en tous les cas, il y a encore quelques années. Pour nous, la prise de conscience, elle date de fin 22, avec 4 lames de fond qui nous traversent de façon très claire. Le Covid, j'imagine d'abord. Alors, et ses effets? Alors en 2022, on est déjà un petit peu après, ouais. Mais effectivement, mais c'est pas la première que j'aurais mise. La première qu'on voit nous arriver, c'est la remontée des taux. Bêtement, on parlait de résilience tout à l'heure, et c'est vrai que dans le monde de l'immobilier, les taux étaient devenus résilients, ils étaient nuls depuis un certain nombre d'années, et tous nos modèles économiques étaient basés dessus, et résultat, ça faisait partie d'un acquis. D'un seul coup, les taux remontent de 40%, mon prix de vente chute ipso facto de 40%, on n'a pas des marges de 40% du tout, loin s'en faut, et d'un seul coup, on se dit, mais tiens, il n'y a plus de bilan qui tourne. Deuxième lame de fond, c'est la RE 2020. La France s'est lancée dans la décarbonation et c'est une très bonne loi. On a passé 40 ans dans le monde de l'énergie, on bascule dans le monde du carbone et on commence à se poser un certain nombre de questions très pertinentes. La seule difficulté qu'on a, nous, c'est la radicalité avec laquelle ça arrive.
Je vous écoute. Voilà. Et puis la troisième lame de fond qui arrive, c'est la loi ZAN, on en reparlera peut-être. Et la quatrième, effectivement, le Covid, où la révolution des usages, le télétravail arrive dans les entreprises et nous fait prendre conscience. Et donc que finalement, l'organisation du travail, l'usage du travail a complètement changé, a complètement évolué. Et c'est pas du tout fini, parce que la plupart des entreprises aujourd'hui sont encore en mode subi et pas du tout choisi. Donc pour nous, cette prise de conscience, elle date de fin 22 et elle nous amène à penser que notre monde d'avant s'est arrêté. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. On avait aussi ceux qui pensaient que le monde d'avant allait revenir. Ça n'est pas le cas. Arnaud Mercier, est-ce que c'est différent pour vous? Parce que chez Michelin, vous avez aussi un produit du monde d'avant qui doit s'adapter au monde d'après. Est-ce que ça vous parle, ce que vient de décrire Marc Balaï? Oui, alors bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invité. En fait, pour Michelin, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Moi, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis rentré dans le groupe il y a 20 ans. Et la première fois que j'ai entendu qu'on cherchait à faire des produits qui duraient plus que les autres, et qu'on allait faire des cahiers des charges avec 10, 15, 20% de durée de vie en plus, je me suis dit, mais on va vendre 20% en moins. Et en fait, j'ai assez rapidement compris qu'il y avait un besoin de se différencier par rapport à la concurrence et de nourrir une performance qu'on qualifie de premium. Et après, j'ai découvert un autre modèle qu'on opérait. Alors, on l'opère surtout en Europe et aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on appelle en interne Tire as a Service. Donc c'est le Product as a Service, où c'est l'économie de la fonctionnalité appliquée aux pneus. Et là, on vend à des grandes flottes un service de délégation totale du pneu. Donc on leur vend le pneu, le service autour du pneu, et on leur vend au kilomètre, donc à l'usage. Et là, je me suis dit aussi, mais on va aider les clients à consommer moins, donc on va aussi vendre moins de pneus. Donc je n'avais pas tout compris. Jusqu'à ce que je devienne responsable, la carrière avançant, je suis devenu responsable du sujet Tire as a Service. Et j'ai eu une révélation, en fait, qu'il y avait une adéquation complète, et ça m'a créé beaucoup d'optimisme par rapport au futur, ou par rapport aux enjeux qu'on rencontre. C'est qu'il y avait une adéquation parfaite entre profit et planète. L'adéquation complète, c'est qu'en fait, nous, on fixe un prix avec le client. On lui dit, sur les 3 prochaines années, vous allez payer X euros par kilomètre. Et en fait, moins on va monter de pneus, donc plus on va les faire durer, plus on va les maintenir, etc., moins on va extraire de ressources et plus on va protéger nos coûts et notre profit. En fait, donc moins de ressources, moins de coûts. Donc ça m'a rendu assez optimiste. Et donc par rapport au déclencheur, nous, le groupe, c'est en 2021, je crois, qu'a communiqué assez largement sur ses ambitions tout durables, en disant que plus aucun projet ne pouvait se réaliser sans considérer les aspects profit, people et planète. Nous, on parle de ces fameux 3P. Et je me suis dit que le Tire as a Service avait certainement un peu de futur devant lui. Oui, parce qu'effectivement, derrière les 2 problématiques qu'on vient d'évoquer, et on y reviendra, il y a cette notion d'économie des matières premières auxquelles vous êtes confrontés aussi bien dans le bâtiment, dans la construction que dans la fabrication de pneumatiques. Denis Coccancelli, est-ce que ces modèles qu'on vient de commencer à décrire, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est en train d'essaimer? Est-ce que on voit que cette économie de la fonctionnalité, elle se démocratise? On a donné quelques dates, on a parlé de 2022, de changement de mindset. Il y avait des lois déjà qui commençaient à préparer le terrain, je pense à 2013 par exemple. Oui, bonjour, merci pour votre invitation également. J'avais envie de répondre à votre première question d'abord. Ah, allez-y. De quand date? Ouais. En étant provocateur, je dirais la crise, vive la crise. Parce que la crise, c'est le changement. Il est évident que pendant les 30 Glorieuses, on est dans une économie de croissance, une économie de volume et une économie de propriété. Une économie où on a son pavillon, sa ou ses voitures, on construit sa famille, on sort de la ville parce qu'elle est trop petite.
elle est coûteuse, et donc on va s'installer en périurbain, et puis un peu plus loin, il y a des villes nouvelles qui se créent. Bref, on est dans une économie de développement. On n'a pas à se poser ces questions-là. La ressource est disponible, y compris foncière. Et puis la crise, les crises successives nous amènent à repenser ce rapport à la ressource. Ce rapport à la ressource et à la propriété. En tension, sur des tensions sociales, sur des tensions financières, sur les tensions d'accès à l'argent, l'accès aux biens. Donc, moi, le daté, je dirais qu'en sortie de ces 30 glorieuses, on se pose naturellement cette question de l'accès à la ressource. Voilà pour une première réponse sur le daté. Ensuite, côté CIRID, donc moi je dirige le CIRID depuis 15 ans, une association d'intermédiation, un socle social. J'ai bien aimé la parenthèse, l'appui qui a été fait dans la table ronde précédente sur l'importance de ce socle social et d'intermédiation. C'est le rôle que nous jouons, nous, au CIRID, depuis plus de 20 ans. Et nous avons vécu une crise. Lorsque j'arrive au CIRID en 2011, le monde économique sort d'une crise majeure, 2008, 2009, 2010. Et tout ce qu'on avait fait avant au CIRID, c'était de la formation, de la sensibilisation auprès des entreprises, des acteurs économiques, auprès des élus, dans les collectivités. Et en situation de crise, ces messages-là, ils ne passent plus. Parce qu'il y a un recentrage sur l'essentiel, sur le court terme, ça a été dit aussi dans la table ronde précédente. Et donc nous, on se dit au CIRID, comment continuer à parler aux entreprises, aux filières, aux collectivités, de transformation, donc d'investissement. Et donc on fait une analyse des modèles combinés au modèle économique en place, bien combinés, pas nécessairement alternatifs, mais qui permettent à ce modèle d'évoluer dans les entreprises, dans leurs pratiques, dans leur métier, pour se saisir finalement de cette crise, pour en faire autre chose. Donc pour le CIRID, ça commence en 2013, lorsqu'on fait le choix de cette économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je rajouterais bien sur le schéma de Cyril François une courbe, une trajectoire supplémentaire autour de la coopération, mais j'y reviendrai peut-être après. Donc pour nous, c'est 2013, et depuis une douzaine d'années, au CIRID, on a des entreprises qui se transforment sur un pas de temps moyen-long terme, dans une perspective de fonctionnalité de coopération sur le territoire ici de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 2013 aussi parce qu'il y a dans le même temps des lois qui poussent dans ce sens-là, qui permettent de faire émerger de nouveaux modèles, ou en tout cas d'essayer de faire émerger de nouveaux modèles. Et finalement, le vrai passage, mais un petit peu comme on le disait ce matin, c'est encore une fois essaimer davantage et passer à l'échelle, même si certains n'aiment pas ce terme. Oui, alors sur le plan législatif, au national, ici en France, on peut dire que 2013, c'est effectivement l'inscription de l'économie circulaire dans une première table ronde intergouvernementale. Je vous passe le nom des ministres, hein. On n'entend plus beaucoup parler, mais pour autant, en 2013, il y a une table ronde qui porte la thématique de l'économie circulaire. Au national, on a l'Institut national de l'économie circulaire qui se crée, porté par un député. Puis le cadre législatif se pose. 2015, c'est la loi de transition écologique pour la croissance verte, avec un chapitre entier consacré à l'économie circulaire. Et puis d'autres paquets législatifs au niveau français ou européen. Pour le dernier en date, en 2020, février 2020, c'est la loi anti-gaspi pour l'économie circulaire, qui met en place un certain nombre de mesures, dont les éco-organismes, la responsabilité élargie des producteurs, un cadre législatif qui se met en place, certes contraignant, mais certes d'opportunités pour les entreprises qui s'y intéressent. Voilà. Donc il y a des socles aujourd'hui disponibles pour à la fois les politiques publiques, les acteurs économiques et les filières. Si j'ai commencé par là, et si je vous ai demandé à tous les trois de revenir un petit peu en arrière, c'est pour montrer que finalement, on est dans un laps de temps assez court, hein,
On est sur une dizaine d'années où la prise de conscience aidée par les réglementations est en train de s'accélérer. À l'échelle de la planète, ça ne fait pas grand-chose, même si on a vu sur le graphique de Cyril tout à l'heure que finalement ces bonnes pratiques, cette économie de la fonctionnalité, à un moment donné, elle a déjà existé. D'autres appelleraient ça le bon sens. L'enjeu, quel est-il, Virgile Bourlet, aujourd'hui? Puisque vous êtes l'ADEME, donc c'est des sujets qui vous préoccupez dont vous vous préoccupez au quotidien. Je parlais de passage à l'échelle. Est-ce que c'est vraiment ça, aujourd'hui, d'arriver à faire grandir, à faire prendre conscience que cette économie de la fonctionnalité, il faut la remettre au centre? Peut-être avant de répondre à cette question-là, je réponds aussi à la première question, de manière un petit peu radicale et provocante. Moi, je suis ingénieur sur le dispositif de l'extrême défi qui a pour but de viser le développement et la structuration de la filière des véhicules légers et intermédiaires. Et en fait, elle est très corrélée à l'histoire industrielle de la filière automobile. Et je crois que la filière automobile elle est en pleine crise et que ça n'a pas vraiment totalement opéré cette prise de conscience. Preuve en est, il y a 2 semaines, la Commission européenne a infligé une amende de 450 millions à 15 groupes de constructeurs automobiles pour négligence sur le recyclage et coopération entre eux sur la non prise en compte de certaines normes sur le recyclage pour empêcher de payer des services et frais de recyclage. Donc c'est pareil, 450 millions d'amendes, première chose. Et ensuite, on a parlé un peu des obligations légales. Nous, ce qui nous intéresse dans l'extrême défi, c'est de développer des véhicules qui sont 10 fois plus léger que l'automobile, on le voit. On parle du chaînon manquant, en fait, entre le vélo et la voiture. Alors, on l'a vu en préambule, il y a le bouquet de services de mobilité, mais il faut avoir en tête que le premier mode de mobilité, c'est l'automobile, et on a un gros problème de dépendance à celle-ci, dû aux voitures plus pétrole. Et donc, on peut largement faire mieux. Prendre son automobile pour réaliser des trajets de 5 à 10 km, se déplacer en moyenne à 1,2 par voiture, c'est un vrai problème à la fois de ressources, d'organisation, de pollution. Voilà, tout le monde connaît les externalités négatives liées à la voiture. Et donc nous, c'est notre objectif à l'ADEME, en particulier au service transport et mobilité. Voilà, c'est de développer des axes de coopération industrielle pour le développement de cette filière-là, écrire une nouvelle histoire industrielle qui fait mieux que celle de l'automobile. On va y revenir et vous allez nous parler des nouveaux véhicules que vous êtes en train d'essayer de pousser pour que la population s'en empare. Je voudrais vous donner la parole, Samuel Meyer. Alors, je vous demande tout de suite, est-ce que vous voulez répondre à la première question? Non, je pense que ça va aller. Je m'en souviens tout à fait. Bon, je voudrais qu'on s'arrête sur cette histoire de passage à l'échelle. Oui, ce que je voulais voir avec vous, c'est que finalement, pour répondre à ces questions-là, il va falloir commencer à concevoir autrement les produits. Et dès le départ, peut-être les penser différemment. Et les penser en partant de l'usage. Donc ça veut dire qu'on transforme la manière de fabriquer le produit. On le conçoit autrement, on l'imagine autrement. En fait, nous on travaille sur l'éco-conception. Pour l'éco-conception, ça c'est relativement simple. Ça a été bien défini tout à l'heure. Et dans l'idée, nous, c'est de garantir que les produits, les services ou les systèmes, ils soient plus durables d'un point de vue environnemental dans un premier lieu, avec une approche multicritère, multi-étapes. Et toutes les analyses qu'on fait en termes d'environnement, on le fait toujours sur l'usage. Alors ça peut être un nombre de kilomètres parcourus, ça peut être asseoir quelqu'un confortablement pour des réunions, etc. Donc on se ramène toujours à cet usage. Pour autant, l'éco-conception s'est plutôt construite sur une approche au tout départ, c'était de faire la même chose avec moins. Donc ça va à un moment, on peut prendre le vélo, vous pouvez réduire la quantité de matière sur un cadre 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais vous ne souhaitez pas que le cadre il se casse en 2 quand vous descendez un trottoir au bout de la 4e conception. Donc on est quand même limité par des éléments physiques, des éléments fonctionnels attendus sur le produit. Et donc l'éco-conception, elle, c'est vraiment une démarche, des étapes, les unes qu'on déploie les unes après les autres, mais qui s'associe à une ambition.
Et l'ambition, ça, c'est l'entreprise, le responsable produit, la direction marketing qui va la poser. Et nous, quand on va intervenir dans les entreprises, ça va être soit pour dire, bah voilà, aujourd'hui je suis une TPE, PME, je fais une première expérimentation, on va déjà améliorer, comprendre la méthode. Une deuxième étape, c'est de dire on va faire de la circularité. Voilà, on va essayer de boucler les boucles de matière, d'énergie, etc. Le troisième point, si on peut dire, c'est d'augmenter la durée de vie des produits. Et donc là, on va amener de la réparabilité, du remanufacturing, et on va construire de cette façon-là. Et la quatrième, je ne disais plus dans le bon sens, c'est ce dont on parle, c'est l'intensification d'usage, c'est-à-dire comment on va mettre à disposition un produit pour le plus grand nombre. Et tout à fait, à ce moment-là, d'un point de vue d'ingénieur, le cahier des charges fonctionnelles n'est pas du tout le même, parce que ça nécessite des problématiques de nettoyage, ça amène des problématiques de garantie, de sécurité, etc. Et donc on va concevoir vraiment différemment le produit. Et on sera sans doute contradictoire à ma première stratégie qui va dire de faire de la même chose avec moins. On va faire mieux, mais différemment, et sans doute on engagera plus de matière pour en réduire, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, la consommation, puisqu'on sera sur des usages partagés. Pour intensifier ces usages, il faut, et on l'a évoqué lors de la première table ronde, embarquer évidemment tout le monde, embarquer la population aussi. C'est peut-être ça l'enjeu. Alors, embarquer les secteurs en fonction de ce qu'on fait, ou embarquer les populations, ça dépend à qui on s'adresse, si on fait de la mobilité de proximité, ou si on fait, et je me tourne vers vous Arnaud, si on fait des pneus, là il faut embarquer le secteur routier derrière soi. Oui, alors il y a plein de choses qui ont été dites sur lesquelles j'ai envie de rebondir parce que le sujet est passionnant, mais donc sur l'éco-conception, effectivement, si on s'arrête, et vous avez bien fait de ne pas le faire, de s'arrêter juste sur la définition d'un cahier des charges technique, bah, c'est nécessaire mais pas suffisant. Effectivement, je pense que penser le modèle dans sa globalité pour intensifier l'usage, là c'est clé. Moi, je vous avais parlé d'une autre réalisation que j'ai eue, une révélation que j'ai eue, c'est quand sur la mobilité, on dit à peu près que les voitures, elles sont utilisées 3 ou 4% de leur temps, ou on va dire 5%, dont apparemment 1% dans les embouteillages et 1% pour trouver une place de parking. Donc si on éco-conçoit la voiture, c'est bien, mais si on la partage, vous imaginez le levier, que si toutes les voitures étaient partagées dans leur optimum, on diviserait le parc par 20. Donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Donc, après, nous, Michelin, on n'a pas la prétention de pouvoir faire ça du tout, et surtout pas tout seul. Sur la partie depuis laquelle on part, qui est le pneu, je dirais que nous, effectivement, la mise en œuvre de cette intensité d'usage, elle passe par une collaboration avec des prestataires de services. Fut un temps, on faisait tout nous-mêmes, et depuis plusieurs années maintenant, on délègue le service de maintenance à des tiers. Et c'est là, je voudrais juste, pour lancer quelque chose sur la table, on s'est aperçu quand on a mis en place cette collaboration qu'on avait des objectifs complètement opposés entre nous et les prestataires. Je vais vous expliquer. En fait, nous, notre but, quand on opère ce modèle, bah, c'est de produire et de monter le moins de pneus possible et qu'il y ait le moins de services possible autour de ces pneus. C'est-à-dire qu'idéalement, le pneu dure 1 million de kilomètres, on n'a rien à faire et c'est parfait. Pour l'État, pour garantir l'état de santé, bonne santé du pneu. On aimerait que, by design, ça soit parfait. Et à l'inverse, les prestataires de services pourraient être tentés de vouloir en monter le plus possible ou en inspecter le plus possible pour générer le plus de revenus de services. Donc il y a déjà cette potentielle opposition entre les acteurs, et donc il faut réussir à dépasser, on pourra en parler, mais c'est un des enjeux, je pense, de l'économie de la fonctionnalité et de la collaboration, effectivement, c'est de trouver des écosystèmes de valeurs, des intérêts partagés pour mettre ça en œuvre. Comment vous avez fait, vous, Marc Balaï, sur votre secteur pour justement trouver des écosystèmes partagés et faire en sorte qu'effectivement chacun ait un intérêt commun à changer le modèle? Je vais répondre à la question, mais je vais parler du changement de modèle quand même, parce que ça me paraît important. J'ai parlé des 4 lames de fond tout à l'heure pour dire qu'on était au pied du mur et que, en tous les cas, dans notre métier,
On a vécu pendant une quarantaine d'années sur des friches industrielles et je pense qu'on va vivre sur des friches tertiaires pendant un certain nombre d'années. Comment on a raisonné notre sujet? Notre mission à nous, c'est de mettre un toit sur les hommes et les femmes qui travaillent. Hein, pour faire simple. Fin 22, on a croisé la CEC qui nous a amené à vraiment transformer, comme ils disent, cœur, corps et esprit. Et vraiment, on a travaillé dans ce sens-là. Et c'est une intervention de Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks, qui nous a vraiment ouvert les yeux, où dans son changement à lui, il procède à un certain nombre de choses, mais dans son changement à lui, ils sont dans l'intention de créer une plateforme pour vendre tout ou partie du vide des camions qu'ils ont déjà vendus, constatant que 28% des camions qu'ils avaient vendus roulaient à vide toute leur vie. Du temps. Et nous, on s'est regardé le nombril en se disant, et nous, nos mètres carrés, je reviens à la question, et nous, nos mètres carrés, on ne parle pas des mauvais mètres carrés qu'il faudra rénover, d'une façon ou d'une autre, mais on parle des bons mètres carrés. Dans mon histoire, on a fait la tour InCity, on a fait la tour Oxygène, on a fait un certain nombre d'immeubles un peu emblématiques, qui sont des bons mètres carrés, et on s'interpelle en se disant, mais vraiment, comment ils sont utilisés? Et là, on commence à regarder un peu 365 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avant le Covid, mieux du mieux 20% du temps. Avant le Covid. Avant le Covid. Post-Covid, on est plutôt entre 15 et 16%. Et là, on se dit, autant d'argent, autant d'artificialisation, autant de technologie, autant de ressources et de matières pour produire tout ça, je ne connaissais pas les chiffres pour la voiture, mais ils m'interpellent beaucoup. Merci. Mais tout ça pour si peu d'usage. Comment on peut faire? Donc notre métier, mettre un toit sur les hommes et les femmes qui travaillent, jusqu'à maintenant, c'était de construire ou de rénover des mètres carrés pour répondre à ce besoin. Donc là, l'idée, c'est pas de déconstruire ce qui a été fait, on est bien d'accord? Non, non. Et là, on se dit, est-ce qu'on est capable de remplir cette mission, de mettre un toit sur les hommes et les femmes qui travaillent, sans construire de mètres carrés? Et on découvre un mot qui s'appelle la chronotopie, chronos le temps, topie l'espace, qui donne, en fait, c'est comment donner plus d'usage à ces fameux mètres carrés qu'on a déjà construits. C'est-à-dire pas ceux qui sont à construire, c'est comme ceux qu'on a déjà construits. Est-ce qu'on est capable de bâtir une économie autour de ce modèle-là? La réponse est oui, bien évidemment. Je reviens à votre question que j'ai perdue au passage. Je vous demandais comment on fait justement pour aller vers davantage de valeurs et trouver finalement les collaborateurs qui vont accepter. Voilà, donc l'écosystème. Donc dans l'immobilier, on a un écosystème fantastique et ce qu'Isabelle Delano disait tout à l'heure est très intéressant. L'immobilier est un monde complexe. Il y a un nombre d'acteurs très important dans l'acte de construire. Et comme toute nature humaine, quand on a un nombre d'acteurs très important, on découpe la chaîne de valeur de façon linéaire, assez classique, chacun gérant un morceau de la chaîne qu'on additionne, on va dire bêtement, dans un bilan. On a, nous, dans notre ADN depuis 40 ans, travaillé toujours de façon systémique. Mais ça ne suffit pas. On se rend compte que même quand vous construisez cette logique, c'est-à-dire vous concevez un projet immobilier comme un système, vous mettez les mêmes briques dont vous avez besoin de façon linéaire, mais vous les assemblez de façon systémique, et vous essayez de faire en sorte qu'elles essayent de travailler et de collaborer ensemble, sous-entendu, vous les ajustez à la valeur de votre projet, et pas à la valeur d'un métier ou à la valeur d'une chaîne. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais ça ne suffit pas. Pour aller plus loin, il faut que, finalement, et on se rend compte que c'est très compliqué, quand vous posez une seule et même question, d'avoir toutes les paires lunettes de cet écosystème qui travaillent entre elles. Et de leur faire prendre conscience des problématiques des uns et des autres à résoudre. Parce que c'est bien, on sait tous les contraintes qu'on a, nous, à résoudre, mais prendre conscience des difficultés, c'est-à-dire TACA, faucon, tralalala, c'est très bien, mais il y a un moment, il faut prendre conscience de ça. Et rien que faire travailler ces gens, aujourd'hui, à travers toutes ces paires de lunettes qui réfléchissent par exemple sur un sujet bête qui est les indicateurs. Hein. Qu'est-ce que c'est les indicateurs? Un indicateur sur le vivant, un indicateur sur la ressource, un indicateur sur le carbone qui parle à toutes ces paires de lunettes. On parle du notaire, on va parler du territoire, on va parler des gens qui vendent des matériaux pour la construction, on va parler des architectes, des bureaux d'études, on va parler les exploitants, les investisseurs, les financeurs, enfin il y a un monde de toute l'économie qui est derrière ça.
Et ça, c'est vraiment important que chacun arrive à prendre conscience juste de la notion qui est là. Et comment est-ce qu'on arrive justement à... On les met ensemble dans une même pièce, on les fait dialoguer, parce que l'idée derrière, c'est qu'ils partagent un lieu. Alors, que ce lieu qui est abandonné, on puisse venir finalement le réinvestir. Notre constat, c'est que ce lieu n'existe pas à l'heure où on se parle, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats professionnels, il y a des endroits où chacun va travailler dans sa filière, dans son registre, dans son métier. Et c'est bien, et essaye de s'ouvrir aux autres, essaye de faire un certain nombre de choses. Mais nous, on a trouvé que ce n'était pas suffisant. Et dans nos engagements CEC, puisque la CEC, à la fin de la CEC, vous engagez sur une feuille de route, dans notre levier 3 de la CEC, on a s'engagé à monter une initiative qui s'appelle Plume 2050, et qui a vocation, on a créé 6 tables, avec 12 paires de lunettes dont je vous parle, qui ont vocation à répondre à ces sujets. Et de mettre chaque année des sujets qu'on va raisonner de façon complètement transversale, et plus du tout uniquement par filière ou par métier. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui finalement, de regarder avec des regards différents ces besoins, ces usages qui nous concernent tous. C'est aussi ce que vous faites, je crois. Alors oui, je vous ai volé votre micro du coup, mais on essaye de me faire taire. Sur les banques de matériaux, on voit ce genre de choses commencer à se développer. C'est pareil, ça relève du même principe, c'est-à-dire que on essaye de faire en sorte que chacun puisse venir trouver à un même endroit ce dont il a besoin. Pour votre table ronde, j'ai un cabinet d'architectes, si ça vous intéresse. On a même mis une chaise pour le vivant et une chaise pour la ressource, représentée par des personnes physiques. Je vais y aller, je vous laisse, et puis vous discutez entre vous. Non mais je peux continuer ? Ah bah évidemment, évidemment. Dans les entreprises qu'on a, nous, au CIRID, il y a un cabinet d'architectes, un jour, qui s'appelle Morpho Architecture, personnes qui sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui me disent, mais nous, on est payé au volume. Quand on nous demande d'estimer un bâtiment, on a un nombre de mètres carrés, on est payé au volume de ce mètre carré, et on doit être compétitif dans notre phase de candidature. Et puis moi, mon intention, c'est pas de faire du volume, c'est de faire un bâtiment qui soit fonctionnel, qui puisse évoluer dans le temps, qui soit performant. Revenir à mon métier, en fait. L'essence de mon métier d'architecte, c'est de concevoir des bâtiments qui répondent à des usages et qui puissent évoluer dans le temps. Voilà, donc c'est un cabinet qui transforme aujourd'hui son offre de valeur, non plus sur le volume, mais sur le quali. Voilà, Morpho Architecture, je peux vous donner les coordonnées si vous voulez les mettre autour de la table avec vous. Voilà, du coup, j'ai oublié votre question. Non, c'est pas vrai. C'est le risque. C'est le risque, toujours. J'arrive. Ce qui fait que les personnes se mettent autour d'une table et qu'elles commencent à partager leur vision, c'est le projet pour moi. C'est à partir du moment qu'il y a un projet de bâtiment, un projet de mobilité urbaine, un projet qui fasse commun entre des acteurs sur un territoire ou physiquement ancré quelque part, un projet. Et qu'en effet, on puisse partager ensemble les risques, l'anticipation des risques, les investissements, les aspects assurantiels, la question des compétences, la gouvernance, les écoparcs industriels de Genève, souvenez-vous que la gouvernance et le dialogue au sein des gouvernances, c'est un des socles. C'est faire projet ensemble et finalement plus penser, moi, metteur en marché d'une solution, d'un produit, voire d'un produit-service, mais penser ensemble autour d'un projet, d'un commun. Voilà. Donc oui, autour des matériaux, des banques de matériaux, il y a aujourd'hui des architectes, ici sur le territoire de la métropole de Lyon. 2 d'entre elles, notamment, des femmes, ont lancé une initiative qui s'appelle Mineka, qui dit, moi, en fait, mon métier d'architecte, je vais le penser autrement. Non, je suis très architecte ce matin. On va d'abord aller chercher des matériaux avant qu'ils aillent en fin de vie. D'abord, de toute façon, c'est réglementé. La déconstruction des bâtiments, c'est une obligation des collectivités avant de penser au reste. Le diagnostic matière, qu'est-ce que je fais de ces matières? Cette céramique, ce parquet, cette pierre, ces cuivres, tout doit être démonté. Aujourd'hui, on démonte les bâtiments. Et donc, c'est penser ces matériaux comme des matériaux disponibles pour le marché. Voilà une initiative autour d'une question
des matériaux. Il faut savoir que le secteur du TP, c'est le premier générateur de déchets en France. C'est le premier qui produit ces déchets. Et donc les entreprises ont cette responsabilité aussi de penser à l'allongement de la durée de vie, la durée d'usage de ces matières. Pour répondre à votre question très précise sur le réemploi des matériaux, des matériaux de la déconstruction. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'effectivement, dans chaque secteur, on a des exemples qui fonctionnent. Vous parliez tout à l'heure, Samuel Meyer, de l'éco-conception. Ça, c'est l'idéal, c'est qu'on pense dès le départ un matériau pour qu'il soit réemployé. Maintenant, on s'aperçoit aussi que quand ça n'a pas été le cas, on peut quand même se servir de ce qui est considéré comme un déchet pour un nouvel usage. Et ça, c'est finalement cette fameuse circularité, économie de la fonctionnalité et de la circularité dont on parlait au départ. Nous on n'a pas d'avis préconçu. C'est-à-dire que nous, on aime bien mesurer. Il y a toujours des fausses... Non, mais c'est l'idéal pour la planète, en tout cas, que ça soit mieux conçu au départ. Oui, mieux conçu au départ, mais après, il faut vraiment le concevoir par rapport à des usages. Et la problématique de matériaux, on parle souvent d'éco-matériaux. Chez nous, ça n'existe pas. On a des matériaux qui sont liés à des usages. J'ai commencé dans le titane, à transformer des éponges de titane. Je vois à peu près l'impact que ça peut avoir. Néanmoins, le titane, il peut avoir des éléments intéressants. C'était pas très intéressant de le mettre dans le vélo, même si on en met de plus en plus, malgré tout. Mais si on doit faire des avions ou des choses comme ça, parce qu'on en a quand même besoin, c'est un matériau qui va être intéressant. Donc nous, l'éco-conception, c'est juste une méthodologie et qui est liée à une ambition, comme je disais tout à l'heure. Selon l'ambition que sera donnée le chef d'entreprise, le projet, il y aura une performance environnementale qui sera plus ou moins importante. Et ça va être lié à des ressources. Les ressources qu'il a en interne, sa capacité de financement, parce qu'on parle d'économie de fonctionnalité, mais qui dit économie de fonctionnalité nécessite des fonds propres, une augmentation de fonds propres, etc. Et c'est des choses qui peuvent se faire peut-être au fur et à mesure. Toutes les entreprises ne peuvent pas basculer du jour au lendemain. Et c'est pour là souvent qu'on parle de système produit-service. On commence petit à petit à intégrer du service jusqu'à offrir le service et l'usage. Et le consommateur-utilisateur, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante dans le choix, celui qui achète. Et là, je vous invite, vous êtes tous assis là sur un fauteuil. J'ai fait mes armes chez Steelcase, je peux vous dire lequel c'est. Celui-là, c'est le LIP, c'est le fauteuil de direction, avec X réglages. Fonctionnellement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça ici. Ça fait 20 kilos à peu près de mémoire. Je pense qu'on aurait pu choisir des fauteuils aussi jolis, avec du cuir si vous le souhaitez. Mais je pense qu'on peut arriver ne serait-ce à 15 kilos. Donc il faut engager, on va dire, celui qui achète. Et après, il faut engager l'utilisateur. Parce que pour le coup, vous êtes utilisateur, mais vous n'avez pas acheté. Enfin, ou par les impôts, j'en sais rien. Mais enfin, pas directement. Et donc l'utilisateur, et ça c'est vraiment le point important, il faut que la solution qu'on lui propose, elle soit plus simple que celle d'avant. Garer sa bagnole, c'est l'enfer. Une fois qu'on a compris que si on a une place qui est garantie, si on est sur des usages partagés, c'est plus simple. Et je ferai cette conclusion-là. C'était un designer qui s'appelle Thierry Casazian, qui est plus là aujourd'hui, mais qui a commencé dans l'agence O2 dans les années 90 et qui avait écrit un livre. Si vous le trouvez, je vous invite à le lire parce que ça parle de tout ça. Il y aura l'âge des choses légères. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se mettre à la place de l'usager et il faut lui proposer des choses qui soient plus sympas, qui le mettent peut-être plus en valeur ou qui soient plus simples d'utilisation que la solution de propriété pour pouvoir basculer. Ensuite, nous, on viendra avec la conception du truc qui va bien, qui sera défini par le marketing et on vous garantira, on fera les évaluations environnementales qui le justifieront. Vous parliez justement de la bagnole. Je me tourne vers vous, Virgile, parce que dans le projet Extrême Défi, justement, vous avez mis en place des financements qui ont été débloqués pour concevoir de nouveaux véhicules. C'est l'idée des véhicules intermédiaires pour répondre justement à de nouveaux usages, pour faire en sorte que le besoin et le nouveau modèle puissent être en adéquation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, d'inventer qui correspondent davantage à nos besoins?
Alors l'extrême défi, du coup, c'est une méthode d'intervention, finalement, un mode de financement où on cible un problème complexe ou compliqué et on essaye d'y répondre de manière systémique. Là, en l'occurrence, le problème, c'est la mobilité et la dépendance à l'automobile. Et donc, on a créé le parcours extrême défi où on part du principe que les véhicules de demain n'existent pas, on ne peut pas les inventer. Mais par contre, on sait que ceux qui existent aujourd'hui ont un certain nombre de défauts. Donc depuis 2022, le cycle extrême défi, c'est de l'idéation, puis du prototypage, et ensuite un passage à l'échelle avec l'industrialisation. Et parfois même des équipes qui passent par les trois, idéation, prototypage, industrialisation. Concrètement, depuis 3 ans, donc c'est 6 appels à projets financés, c'est plus de 150 prototypes développés, c'est une 50aine d'équipes financées. Et là, on est sur le 3e chapitre, le passage à l'industrialisation. Donc, c'est-à-dire que des prototypes ont été fabriqués, pensés. Et là, la question, c'est comment on est capable de les industrialiser. Et donc, là, on a une quinzaine de projets assez sérieux, une enveloppe de 15 millions pour développer cette filière-là. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Samuel. Il faut vraiment centrer toute la conception depuis la maintenance, c'est-à-dire depuis l'usage, comment ces véhicules-là vont être utilisés pour ensuite pouvoir bien les concevoir. Par exemple, c'est intégrer un maximum de pièces qui sont interchangeables, augmenter la fiabilité des fonctionnements et des composants entre eux. Par exemple, sur les batteries, on pourrait avoir des véhicules qui sont communs à différents constructeurs. Donc ça, c'est un peu le principe de base roulante universelle sur lequel chaque constructeur pourrait venir plugger son habitacle en fonction de l'usage qu'il veut développer. Et donc cette base roulante mutualisée, elle aurait la vertu d'avoir un prix de revient très faible, puisqu'elle est mutualisée et qu'elle répond à un maximum de besoins et d'usages différents. Mais, in fine, c'est le constructeur qui décide comment va être utilisé le véhicule, soit pour faire de la livraison, du déplacement de marchandises ou du déplacement de personnes. Mais sur la base roulante, finalement, on est capable d'avoir des composants mutualisés. C'est quelque part, ça rejoint le fonctionnement de l'industrie du poids lourd, où l'industrie du poids lourd, ce sont des bases roulantes, des trucks, qui ensuite transportent des conteneurs. Donc il faut vraiment avoir cette vision-là, quand on parle de véhicules de demain, avec le socle base roulante et l'habitacle par-dessus. Oui, Samuel. Juste compléter, mais en une seconde, c'est très important parce que l'extrême défi, qu'est-ce que ça engage? Ça engage des acteurs de la chaîne de valeur. Et nous, aujourd'hui, on intervient sur des entreprises qui font des amortisseurs pour l'aéronautique et qui sont en train de se diversifier et qui, justement, sur les problèmes de maintenance, de durabilité, qui sont en train de concevoir des amortisseurs, justement pour répondre à l'appel à l'extrême défi. Excuse-moi, j'avais plus le terme exact. Et donc, c'est pas uniquement le metteur en marché, hein, c'est toute une industrie française qui se réorganise pour pouvoir y répondre. Vous avez raison de le préciser parce que derrière, il y a aussi la question de la souveraineté, il y a aussi la question de la réindustrialisation d'un pays. Hein. Ça fait partie des choses dont on entend beaucoup parler, mais c'est une des briques essentielles finalement pour engager les entreprises à pivoter et peut-être à reprendre les commandes de l'industrie et de la souveraineté nationale. Le mot souveraineté, il est assez important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces véhicules légers qui font en moyenne entre 100 et 500 kilos, on va dire, on est capable de les fabriquer sur le territoire français. Et donc demain, dans un monde en crise, et c'est déjà aujourd'hui en fait, demain, dans un monde en crise, c'est super important de pouvoir avoir une continuité de service sur des modes de déplacement. Petite anecdote, en temps de guerre, le vélo était une arme secrète. C'est-à-dire que c'est grâce au vélo que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a pu continuer à se déplacer sur des territoires parce qu'on avait la possibilité d'avoir des modes d'intervention très rapides, légers, etc. Et donc, je ne sais plus qui disait « light is right », mais en gros, l'avenir sera léger, ça c'est certain. En tout cas, on est capable de développer une industrie de véhicules légers sur le territoire. Cette industrie, elle part du composant aux manufactureurs, aux constructeurs de véhicules intermédiaires, plus ensuite toute la chaîne de valeur de l'aval, c'est-à-dire les chaînes de valeur de la distribution, de la maintenance, de la réparation et de la formation. Je vous vois acquiescer, Arnaud, évidemment. Oui, on manque de micro, je suis désolée, mais on va essayer de régler ça pour les débats de cet après-midi. Non, c'est juste pour réagir, effectivement, sur quelques défis qui peuvent se présenter quand on veut aller vers l'économie de la fonctionnalité. Donc déjà, si on commence de zéro, c'est un peu plus simple que si on veut transférer des activités historiques. Un gros défi dont on n'a pas trop... Enfin, on l'a touché rapidement, mais c'est vraiment le financement, puisque en fait, il y a un point commun entre l'économie de la fonctionnalité et la location. En fait, des fois, on peut un peu confondre. Un des challenges liés à la location, dans un premier temps, c'est le fait que
le client, l'acheteur n'est plus propriétaire du bien, il le loue ou il l'utilise. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est propriétaire. Et dans ce cas-là, celui qui fournit le service, c'est celui qui porte les capitaux. Or, vous savez que les entreprises n'aiment pas trop porter les capitaux, donc il y a déjà une problématique. Si toute votre activité historique, avant, vous receviez le produit de vente directement d'un coup ou au bout de 30 jours, et que demain vous dites ça va me prendre 1 an pour récupérer le même montant d'argent et j'ai porté les capex en attendant, ça c'est un challenge. Le deuxième, c'est en fait que l'économie de la fonctionnalité, ça va encore plus loin que la location, c'est qu'on a dit que ça parle d'usage. Et cet usage, il faut le monitorer, il faut le mesurer pour le facturer. Nous, dans notre cas, c'est euro du kilomètre. Historiquement, c'était les clients qui nous envoyaient un petit fichier Excel en nous disant voilà ce qu'il faut que vous nous facturiez. Donc récupérer la donnée, c'est important pour comprendre l'usage. Souvent, le challenge derrière cette donnée, c'est que ce n'est pas forcément le cœur de métier de l'entreprise qui s'est lancé. Quand on veut faire du service autour de la donnée, le paradoxe, c'est qu'il faut commencer à mettre un nouveau produit pour récupérer cette donnée, puisqu'il faut un capteur, il faut des systèmes, il faut des data lakes, il faut tout ça. Donc ça commence par coûter de l'argent avant d'en rapporter. Donc ça, c'est un deuxième défi. Et après, juste une ouverture que je voulais faire aussi, c'est on parle beaucoup de ressources, d'extraction de ressources. En fonction des produits, l'analyse de cycle de vie montre que le poids des ressources dépend dans le total. Par exemple, sur un téléphone, le poids de la ressource est très important parce que la phase d'usage du téléphone, c'est plutôt moindre. Par contre, sur les véhicules, tant que les moteurs sont carbonés ou que l'électricité est carbonée, en fait, la phase d'usage du produit est plus importante. Pour le pneu, en fait, on estime qu'un pneu, c'est entre 20 et 40% du plein d'une voiture ou d'un camion, parce que c'est ce qui frotte, en fait. Et vous connaissez le poids du transport dans les émissions de CO2. Donc, on a aussi ce challenge dans la transition d'éco-concevoir sous un angle matière, mais sans dégrader les performances d'usage qui sont ici, dans ce dont je parle, les émissions de carbone. Donc, ressources d'un côté, changement climatique aussi à prendre en compte. Voilà, c'est quelques exemples de défis à surmonter. Denis Coccancelli, vous vouliez réagir, je crois. Oui, c'est l'économie de fonctionnalité et de coopération, c'est un modèle économique, je le disais en tout début, et c'est un modèle économique qui est robuste. Lorsque les entreprises arrivent à transformer tout ou partie de leur offre dans une perspective de fonctionnalité, elles aiment garder le capital, en fait. Quand elles ont la capacité à investir ou à co-investir avec leurs partenaires. Vous m'avez donné un exemple, je crois, la Forésienne. Oui, très bien. Basée dans la Loire, à Épercier-Saint-Paul, une ETI de 300 personnes, entreprise familiale. Son cœur de métier, c'est de fabriquer des lames à ruban qui peut faire 8-10 mètres de long pour les scieries. Son métier, c'était celui-ci. Donc c'est de l'acier, c'est une préparation de lames et c'est une vente aux menuiseries, en France, à l'Europe, en Amérique du Nord. Le métier d'affûteur, c'est un métier qui disparaît dans les scieries par le fait de l'âge, peut-être d'une non-transmission de ce savoir dans les scieries. La Forésienne qu'on a eue nous, dans nos programmes il y a 10 ans maintenant, aujourd'hui elle a transformé la moitié de son modèle économique sur l'économie de fonctionnalité. La moitié, et particulièrement pour la France, parce que ça nécessite d'être proche des scieries. Elle ne vend plus des lames à ruban, elle vend une qualité d'affûtage, une performance d'affûtage. Et elle garantit à son client cette performance d'affûtage selon des types d'espèces, selon la saisonnalité, selon les volumes. Et ça veut dire qu'elle est rentrée en discussion, je pourrais en parler longtemps de ce cas-là, enfin il est formidable, allez voir la Forésienne. Il y a même des vidéos du dirigeant, du président qui expliquent bien comment il a transformé son entreprise. C'est un modèle robuste pour l'entreprise, il a garanti 50% de son chiffre d'affaires sur plusieurs années.
il a garanti ses approvisionnements. C'est-à-dire qu'il sait, en discussion chaque année avec son client, quels vont être les besoins de son client en matière d'affûtage, par type d'arbre, par volume, et de là où ça va se passer. Ça veut dire qu'il a 50% de ses approvisionnements qu'il peut maîtriser 1 an à l'avance. Vous imaginez par rapport au coût de l'acier, au coût d'approvisionnement de ces matières premières. Et il dit au client, si vous avez besoin de moins de lames à ruban à la fin de l'année, vous payerez moins cher. Parce que moi, je vais gagner en termes d'approvisionnement, en termes de stockage, en termes de nombre de camions à mettre sur la route, etc. Et donc, on va partager les gains de cette économie-là ensemble. Donc lui, il sécurise complètement son modèle pour 50% de ses revenus, donc de ses appros. Il fait monter en compétence ses équipes sur la dimension servicielle, métrique. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la scierie? Ces commerciaux ont changé de métier. Ils conçoivent ces lames différemment pour qu'elles durent. Enfin, c'est complètement vertueux. Et donc, il a capté, il s'est protégé par rapport à la concurrence. Voilà. Il a capté son marché et il a un vrai contrat de coopération avec ses menuisiers, ses scieries, pardon, avec des contrats d'1 an. Il dit, je ne veux pas faire des contrats à moyen terme. Je reste sur un patent d'1 an pour qu'on se remette autour de la table 1 fois par an et qu'on rediscute ensemble des prix en fonction des usages et de la performance attendue. Donc ça, c'est central, hein. L'usage, la discussion avec les partenaires. C'est aussi ce que vous faites finalement, Marc, dans ces nouveaux espaces que vous êtes en train de créer, que vous essayez d'adresser autrement. La discussion, elle est centrale pour finalement venir habiter ces espaces qui étaient restés vides, les habiter autrement. Je crois que vous avez plusieurs exemples comme ça de choses qui fonctionnent, où on a réussi à repartager un immeuble qui était en grande partie inhabité, ou en tout cas inexploité. L'usage, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et en fait, quand j'évoquais le nom de la chronotopie tout à l'heure, elle vous fait travailler sur 3 aspects. Le premier, c'est le travail sur les horaires, toujours pour intensifier nos usages de mètres carrés. Le deuxième, c'est la multiplication des usages. Le troisième, c'est la densité. Et début 24, quand j'ai commencé à partir avec mon dossier sous le bras pour aller voir un certain nombre d'entreprises, pour leur proposer de commencer à réfléchir à l'intensification d'usage de leur propre mètre carré, je ne suis pas venu pour leur dire on va restructurer vos sujets. Je viens en leur disant vous allez faire un gain. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je prends l'exemple des horaires, je suis un peu provocateur, je l'avoue, mais si je prends l'exemple des horaires, je peux proposer une entreprise, je dis n'importe quoi, qui a 15 étages dans une belle tour à Lyon, par exemple, sur 5 étages, en lui disant, sur la base du volontariat, les collaborateurs viennent à 7h le matin, ils travaillent jusqu'à 13h, à 13h ils s'arrêtent, je fais passer une femme de ménage, à 14h je mets les équipes de l'après-midi, jusqu'à 21h. Je fais ça 5 jours par semaine, j'ai fait mes 35 heures. L'entreprise a fait un gain de la moitié de la surface des 5000 m². Le collaborateur, lui, travaille que le matin ou l'après-midi, etc., etc., etc. Et en fait, j'ai eu des directions générales qui étaient assez enthousiastes avec l'idée. Mais je me suis confronté à l'usage, c'est-à-dire au social. Et là, j'arrivais chez les RH qui me disaient ah oui, mais moi, sorti du Covid, j'ai un pacte social qui est tellement fragile que je le maîtrise à peine. Surtout, vous y touchez pas. Et là, j'avais une direction générale qui se bloquait complètement. Donc, je me rendais compte que j'arrivais avec une bonne idée, mais qui était un problème. Je posais un problème sur la table. Et donc, toujours la contrainte nous amène à trouver des solutions. Je me suis rendu compte que pour faire cette idée-là, il fallait que j'amène une solution à l'organisation même de l'entreprise. C'est-à-dire, je suis toujours dans mon Covid subi et pas choisi, avec du présentiel, du distanciel, etc. Et que si j'attaquais pas la question par l'organisation en disant, bah tiens, on va vous permettre de revisiter comment va fonctionner votre organisation dans un monde de demain, avec l'intention d'avoir une intensification d'usage et d'économie, enfin de gains que vous allez pouvoir avoir sur les mètres carrés, et bien là, on a dénoué les problèmes. Autre façon de voir. Alors c'est vrai que quand on propose soit par les horaires, soit par l'usage, soit par la densité à des entreprises, on leur propose un modèle dans lequel elles vont faire 30% d'économie de loyer.
Donc ça commence à faire réfléchir. Et quand je vais voir l'investisseur, celui qui détient les capitaux, je lui dis, toi, tu ne vas plus avoir un seul locataire, tu vas en avoir 2. Donc tu vas prendre 30% de plus de loyer. Et là, on est dans une économie hyper vertueuse dans laquelle tout le monde a un gain à l'intensification d'usage et à la non-construction de nouveaux mètres carrés pour répondre à un besoin immobilier, mais simplement à la revisitation de son propre besoin. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il n'y a plus véritablement le besoin de posséder son bureau ou de posséder ses pneus, de sa voiture. On est dans quelque chose où finalement on questionne aussi beaucoup la société sur cette notion de propriété. Ou nos libertés. Ou de liberté. Je crois que c'était central aussi dans le modèle que vous avez développé chez Michelin avec ce système de régénération des pneus, de réparabilité et puis de deuxième vie après, une fois que le pneu il est en sorte de location, même si c'en est pas une, mais on est uniquement sur l'usage. Oui, on est. Alors il y a moins cette tension, je pense. Nous, on est sur cette offre, on est plus en B2B, donc vers des business. Et là, la notion de propriété ou de liberté, elle n'est pas vraiment là. Mais on n'est pas dans l'achat de pneus. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est plus dans du TCO ou de la bottom line. Il faut que les métriques soient là pour démontrer la supériorité de l'offre. En B2C, ou vers les consommateurs, effectivement, là, il y a plutôt cette tension-là. Cette opportunité. Après, oui, que vous dire de plus sur le pneu? On a de l'éco-conception, puisqu'on cherche à... Donc, le pneu, il y a une partie de caoutchouc naturel. Donc là, c'est du matériau qu'on appelle renouvelable. Et on essaie d'incorporer le plus de matériaux issus du recyclage, donc du recyclé, pour faire augmenter ce taux de matériaux renouvelables et recyclés. Donc ça, c'est la partie, je dirais, éco-conception. Sur la partie usage, en fait, on essaie de digitaliser notre modèle. J'en parlais tout à l'heure, en fait, pour à la fois repenser nos opérations. Donc on fait tout un tas de choses pour faire parler le pneu et qu'il puisse dire, en gros, je vais bien, laissez-moi tranquille, ou je suis en train d'être usé, ou je suis mal gonflé. Parce que voilà, il y a tout un tas de paramètres de performance qu'on souhaite monitorer parce qu'ils sont importants. On en revient à la data. Voilà, à la data. Ça nous permet, et après, ça nous permet aussi, ça c'est important, d'améliorer l'expérience utilisateur, puisqu'on va pouvoir réussir à tangibiliser la valeur ajoutée de l'offre. En fait, sur le papier, ils sont très contents quand on leur dit euros du kilomètre. Ça variabilise les coûts en fonction de leur activité. Ils délèguent complètement et nous, on a eu l'impression au bout d'un moment que la valeur perçue de l'offre était juste limitée à des concepts budgétaires et on se disait mais mince, on apporte de la sécurité, de la productivité, des gains environnementaux, parce que quand on met en œuvre le système, on se débrouille pour l'optimiser au maximum, c'est dans notre intérêt et c'est dans l'intérêt de la planète. Et donc la digitalisation nous permet de factuellement de montrer ça aux clients. Voilà. Quels que soient les exemples qu'on prend, finalement, on s'aperçoit qu'on embarque véritablement toute la chaîne. Ceux qui vont concevoir les projets, ceux qui vont aller chercher les matériaux, faire la réalisation du produit et ensuite être dans la commercialisation. C'est véritablement toutes ces briques qui viennent s'additionner. C'est la raison aussi pour laquelle c'est important d'en parler dans cette journée de l'ingénierie. Comment est-ce qu'on fait justement pour que ça soit encore plus prégnant, pour qu'on essaie de modifier? Je pense que les nouvelles générations, elles sont déjà peut-être un peu plus faciles à convaincre sur ces sujets-là, Denis Coccancelli. Oui, je poursuis simplement le propos. Vous avez révélé la valeur économie, carburant, éco-conduite, limitation des impacts environnementaux. En fait, c'est un révélateur de valeur, ce modèle économique d'économie de fonctionnalité. Il faut arriver à identifier la valeur, l'intensité, l'intensification du mètre carré, la qualité de vie au travail peut-être, l'organisation même du travail. C'est un révélateur de valeur. La valeur qui n'est pas financière. Extra-financière. Et financière.
Parce que la forésienne, hein, les lames à ruban, elles ont un coût. Il n'est pas que financière alors. Non, mais exactement. La qualité de vie, la qualité de la mobilité dans l'espace urbain, c'est une valeur aussi de santé pour la collectivité qui fait ce choix de la multi-modalité de déplacement. Enfin, il faut arriver à révéler la valeur. C'est essentiel d'arriver autour d'une table, autour d'un projet, à révéler la valeur. Mettre en commun nos problèmes, ce que ça nous coûte dans notre modèle classique et cloisonné, et de révéler de la valeur qu'on a à mettre en place ce modèle d'économie de fonctionnalité centré usage, centré coopération, et c'est en révélant la valeur, les co-bénéfices à le mettre en place qu'on va partager ensemble un projet. Après, nous, on intervient à côté Cyril dans les écoles qui sont ici, et je les remercie encore de nous faire confiance. Il y a une vraie appétence des élèves à venir sur ces modèles-là, d'abord parce que ça leur parle, et puis ça a un effet sur leur métier. La question de la data, maîtriser le produit tout au long de son cycle de vie, c'est penser le produit en sachant ce qu'il va devenir et quel sens il a dans son usage, la réparabilité, la réutilisation de ce produit. On a besoin d'ingénieurs pour faire ça. Une entreprise qui est sur l'Est lyonnais, qui s'appelle Electrocalorique, qui fabrique des chariots pour la montée en température du plateau repas, dans les hôpitaux, cliniques, dans les prisons. Ils ont commencé par rendre intelligent ce chariot. Puis après, mais zut, il coûte plus cher, on n'arrive plus à le vendre. Donc ils ont fait appel à de l'intelligence interne, ils ont fait de l'innovation, ils ont investi. Et puis quand ils sont arrivés chez nous, ils avaient un problème, c'est de dire, en fait, on n'est plus compétitif par rapport à des chariots qui arrivent de l'Est de l'Europe, qui arrivent sur le marché, sur lequel on est en compétition sur la simple question du prix et de la disponibilité. C'est 90% de l'inox, un chariot, et nous, nos chariots sont intelligents. Donc ils ont fait un travail de savoir finalement ce chariot, quel était son parcours sur une journée, par où il passait, d'une cuisine centrale, d'un camion, de l'hôpital, des étages, qu'est-ce qui se passait après. Ce chariot de montée en température du plateau repas, il fallait peut-être qu'il soit adapté aussi aux patients, qui va peut-être avoir un besoin à 11h30, peut-être plutôt en sortie de bloc à 14 ou 15h. Et donc, pourquoi faire chauffer tout l'étage des plateaux repas dans ce chariot? Et donc, il fallait que ce chariot soit en plus piloté, maîtrisé, et qu'il y ait une appropriation par le personnel. Donc, on voyait que en fait, ce chariot rend tout un tas de services. Il peut aussi diminuer en consommation énergétique parce qu'on ne va pas monter tous les plateaux en température au même moment pour peut-être jeter des plateaux qui ne seront pas consommés. Donc voilà, c'est révéler de la valeur. Et cette entreprise, finalement, elle fait évoluer son offre auprès d'abord plutôt des acheteurs privés qui sont dans une négociation plus facile, plus ouverte que ce que le permet le Code des marchés publics aujourd'hui, pour pouvoir finalement partager les co-bénéfices de cette montée en température et cette qualité nutritionnelle, comme on pourrait parler d'une qualité de conduite, une qualité de transporteur sur la route, où on met des hommes et des femmes aussi sur la route. Je ne crois pas avoir répondu à votre question, en fait. Non, mais moi, je commence à avoir l'habitude. Et je voulais juste rebondir, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant, comment on met en avant la valeur au sens large d'un système. En fait, vous parliez de système produit-service. En fait, j'ai déjà vu des représentations théoriques qui disent il y a soit on vend le produit tout seul, soit on vend le produit avec des accessoires, soit on vend le produit et sa maintenance. En fait, il y a une gradation dans l'intégration du service. Soit on le loue, soit on fait de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on se focalise sur l'usage. Et en fait, il y a un stade encore plus ultime, pour parler de valeur, qui est de s'engager sur le résultat. Et donc, on fait de l'usage, mais on s'engage sur le résultat. Par exemple, c'est comme si moi, j'arrivais à m'engager, nous arrivions à nous engager sur du kilomètre non interrompu, ou dans l'immobilier, on entend parler de mètres carrés à la bonne température.
par rapport aux utilities ou de trajets sans stress. On travaille avec une entreprise, on collabore avec une entreprise qui s'engage sur des hectares, des bons rendements d'hectares. Donc, et là, la valeur, elle est par définition au cœur de l'offre. Par contre, c'est un peu risqué. Et il y a besoin de travailler aussi en écosystème pour relever ce challenge. Mais voilà, ça me semble intéressant de parler de ce modèle-là aussi. On a parlé de partage, on a parlé de valeur, on a parlé d'écosystème. On est dans un écosystème ici. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite, parce que malheureusement, le temps file, on voit tout de suite si les personnes qui vous ont écouté avec un silence impressionnant ont des questions pour vous. Il nous reste une quinzaine de minutes peut-être pour vous donner la parole. Je sais qu'il y a des mains qui vont se lever. N'oubliez pas, vous appuyez sur le petit bouton. Madame, bonjour. Bonjour, Pascal Payan du France Cluster. Alors moi, c'est pas forcément une question, c'est plus un témoignage. France Cluster coordonne un programme qui s'appelle le parcours pivot circulaire. Et donc, c'est un programme qui est soutenu par la métropole de Lyon et l'ADEME. Et en fait, dans le cadre de ce programme, nous embarquons 9 entreprises industrielles de la région, qui sont accompagnées par un cabinet en mutation industrielle. Et donc, ils vont partir, ce sont des entreprises dans différents domaines. Ça peut être l'éclairage public, des câbles, ça peut être du secteur du textile. On a pas mal de secteurs qui sont représentés. Et ils suivent pendant toute l'année 2025 ce parcours qui a pour but de les aider à pivoter, à faire pivoter une partie de leur activité vers un nouveau modèle, permettant d'économiser des ressources. Voilà, donc c'était pour parler d'une expérience concrète qui se passe sur le territoire et la métropole de Lyon. Merci beaucoup pour ce partage. J'imagine que vous en aviez entendu parler, évidemment. Est-ce que nous avons des questions ou des remarques? Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Une question sur le recyclage. On n'a pas tellement parlé finalement. J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de filières de recyclage qui ont un peu de mal à trouver leur équilibre. Alors, je voulais prendre l'exemple du textile. On a des containers en ville pour collecter les textiles, très bien. Et puis à côté de ça, on nous explique que finalement il y a une bonne partie de ces textiles collectés qui partent en Afrique et qui constituent des montagnes de déchets en Afrique, très polluants en plus. Voilà, donc je voulais avoir votre analyse sur la situation de la filière recyclage. Je crois que ça doit être pour vous, Samuel. Alors, juste sur le recyclage, c'est vrai que là, on discutait on va dire de modèles économiques plus respectueux de l'environnement et la valorisation matière. Je pense que c'est la dernière des boucles, c'est-à-dire même si on arrive à bien recycler, revaloriser, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on évite. Alors, il faut mieux éviter le déchet, l'enfouissement, l'incinération, mais le coût environnemental de retraitement du déchet, il est extrêmement important. Alors, le textile, il a toutes ces problématiques, parce qu'on est sur des matériaux qui sont de plus en plus, on va dire, multimatériaux. Voilà, moi-même, j'ai pas mal d'élastane dans mon jean parce qu'avec l'âge, j'aime bien être confortable. Néanmoins, ça pose de gros soucis pour les filochages derrière. Donc toutes ces choses-là, elles sont en train de se mettre en place et elles se mettent en place dans un cadre qui se fait de plus en plus dur au niveau français et bientôt européen, qui est la responsabilité élargie du producteur. Et donc l'équilibre économique, justement, il doit être poussé par justement l'éco-participation que vous payez sur l'achat de vos textiles, de vos produits électriques et électroniques. Je pense que les pneus, de mémoire, c'est la même chose. Il y a une éco-participation pour que ça soit pris en compte et amorcer à la fois le modèle de récupération des produits et les usines de valorisation. Donc pour moi, c'est quand même, on est sur du work in progress. C'est loin d'être formidable. Ça s'améliore, mais on est quand même vachement contraint par la multiplication aussi des matériaux. Si on prend les plastiques, voilà, on a quelques grands thermoplastiques qui existent et là on voit fleurir des offres de nouveaux plastiques, même s'ils sont agro-sourcés, etc., qui pourraient perturber la filière. Et donc
tout le travail, c'est de trouver le bon équilibre entre le coût de production de la matière, sa transformation, les traitements de surface associés si nécessaire, le plus grand usage possible avec l'intensification d'usage dont on parlait tout à l'heure, et éventuellement la valorisation. Mais ouais, on essaie d'éviter quand même au maximum le recyclage. Moi, je vais juste donner un témoignage de... on a fait partie des acteurs du booster du réemploi depuis le début qu'il a démarré à Lyon. On a essayé de réemployer dans le bâtiment un certain nombre de matériaux et on se rend compte que c'est un calvaire. Il faut appeler un chat, c'est-à-dire que on construit un immeuble à Vèze pour lequel on a besoin de chemins de câbles. Envoyer votre électricien pour démonter des chemins de câbles dans l'ancienne clinique du Tonkin qui est en train de se démonter. Démonter des chemins de câbles que j'ai pas construits, je suis pas assuré, comment je les stocke, comment ça se passe, enfin, etc. Alors aujourd'hui, je parle du début du système. Aujourd'hui, ça s'améliore, etc. Puis une fois que j'ai tout démonté, mes chemins de câbles de la clinique du Tonkin, j'en ai pas assez pour le projet en question. Donc de toute façon, il faut que je fasse appel un peu au neuf en même temps. Donc, enfin, on part dans un schéma. On se rend compte, nous, après 3-4 ans d'expérience, que le réemploi dans le bâtiment a des grandes complexités et qu'on arrive à en faire 2, 3, 4, 5%, pour être honnête. Mais par contre, ce qui nous paraît beaucoup plus intelligent, c'est comment amener les industriels à faire des produits qui soient demain démontables. Parce que pour l'instant, on a fait des produits qui sont non démontables, qui n'ont pas été on fait avec l'existant pour l'instant. Ouais. Et là, pour le coup, je pense qu'on a un effet de levier, mais qui est monumental à très très vite légiférer, pour qu'à un moment ou à un autre, tous les produits qu'on construit, qu'on utilise, soient réemployables au sens démontable et réutilisable de façon simple. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Ça existe, juste pour répondre à monsieur, ça existe quand même en partie sur la filière textile, hein, puisqu'il y a des entreprises spécialisées qui aujourd'hui détissent les vêtements. Oui, il y a des filochages, voilà. On fait du don-tissé, etc. La plupart des couvertures de l'ONU aujourd'hui, c'est des déchets on va dire de production de tissus et autres. Mais là, la question qui était posée, c'était plutôt comment aujourd'hui on peut mettre de l'économie de fonctionnalité dans le textile. Il y a des entreprises qui s'y mettent et qui vont concevoir des produits différents avec plus de matière, plus de couture. La couture, c'est ce qui coûte cher. Hein. Donc on fait des coutures, des zips et coutures de qualité et en vue de replacer les pièces, les modifier si elles sont tachées et autres. Et donc c'est justement de faire durer le matériau, le plus longtemps possible. Le mélange de matériaux quand on parle et de parfois tisser. avec d'autres usages. Oui, alors en upcycling ou downcycling, mais avant la valorisation. Ouais. Mais il y a effectivement de belles réussites, je pense, dans la région, par exemple, à l'atelier Tuffery, des choses comme ça qui travaillent justement sur ces vêtements de long terme qui permettent d'être conservés dans les placards plus longtemps que si on les achète à l'autre bout de la planète. Je crois que j'avais une main qui se levait là-bas, mademoiselle. J'avais une jeune fille là-bas, mais je ne la vois plus. C'est moi. Je ne suis pas une jeune fille du coup, mais c'est pas grave. J'avais cru voir une jeune fille, pardon. J'ai une question pour Arnaud Mercier. En fait, au tout début, vous avez commencé par dire qu'à Michelin, quand vous êtes arrivé, il prévoyait d'augmenter la durée de vie de 20% des pneus et que vous étiez dit forcément ça va réduire de 20% la production. Et en fait, j'ai pas vraiment trouvé de réponse à ça. Enfin, en fait, évidemment, si on est plus robuste, on produit moins, donc on gagne moins. Et quelle est la solution en fait? Parce que pour moi, c'est la clé et j'ai pas de réponse. Alors, il y a plusieurs éléments. C'est pour ça déjà que je disais que c'est plus simple de partir de zéro. Parce que les volumes partent de zéro, donc ça augmente. Effectivement, quand on a un modèle établi où 95% c'est de la vente transactionnelle et qu'on se dit demain on change tout en fonctionnalité, il y a les enjeux sociaux, industriels derrière, parce qu'il y a des usines qui tournent, donc ça c'est le challenge global. Moi, ce que j'ai pu observer sur les 20 dernières années, en tout cas, je dirais, c'est que la différence par la performance nourrit la prise de part de marché. C'est-à-dire qu'on on préfère que quelqu'un achète un pneu Michelin qu'un pneu chinois. Donc, on peut vendre un produit qui dure plus longtemps et en vendre plus en même temps.
d'autant si le marché de la mobilité croît. Voilà, donc je dirais s'il y a et après donc il y a la question des fondements de la demande de mobilité. Est-ce qu'on a voilà, mais je dirais c'est ça mes éléments de réponse, quoi. Allez-y. Donc en gros, ça voudrait dire qu'on utiliserait plus longtemps ce qu'on a, mais que du coup, il faudrait augmenter la demande. Donc finalement, on produirait autant. Donc est-ce que c'est... En fait, je dirais plutôt que vous allez acheter un pneu qui dure plus longtemps, et votre voisin qui n'achetait pas ce pneu qui dure plus longtemps, on aimerait que lui, il l'achète. Oui, donc on augmente la demande un peu. Voilà, enfin moi je vends plus, la demande elle est stable, puisque vous et votre voisin vous achetiez de la mobilité ou des pneus, et nous on aimerait gagner de la part de marché dans cette demande. Voilà. D'accord. Un peu, mais du coup ça va forcément s'essouffler. Enfin, si au début, imaginons que tout le monde achète Michelin, enfin, si tout est robuste, au début tout le monde va acquérir quelque chose de robuste, et après on a le problème de pendant 30 ans on n'a plus rien à vendre parce que tout le monde a son truc robuste. Alors, mais c'est un vrai sujet. De toute façon, les enjeux de ressources et les enjeux climatiques vont appeler à repenser les modèles. C'est-à-dire que le modèle volumique sur lequel on s'est construit depuis 150 ans, il va falloir qu'il évolue, puisque si toute la demande partout augmente de 2-5%, ça ne va pas résoudre. Donc c'est pour ça que pour moi, cette économie de la fonctionnalité dont on a discuté aujourd'hui, c'est des innovations de modèles d'affaires qui sont plus basées sur des volumes, mais qui sont basées sur un service rendu. Et à date, ça durera peut-être pas ça durera peut-être pas pendant 100 ans, mais on arrive à maintenir les profits avec moins de volume. C'est ça la beauté, puisqu'on arrive à fournir plus de valeur avec moins de volume. Donc ça, c'est une première étape. Et après, il y a toute une logique aussi de diversification que j'invite toutes les entreprises à participer, parce qu'effectivement, quand on est monoproduit, on a des risques systémiques qu'il faut pouvoir anticiper. Merci beaucoup pour cette réponse. On prend peut-être une dernière question. Monsieur, bonjour. Oui, je voulais profiter de cette table ronde pour poser la question des mobilités. Je crois que c'est un sujet, il y a eu beaucoup de termes génériques exposés de ce matin qui concernent le modèle socio-économique, le transport public, la voiture particulière, je ne voudrais pas les opposer, ni les urbains et les périurbains, l'écologie. Donc merci de tenter de répondre à cette question sur les origines, destinations des déplacements et comment l'ingénierie qui est à l'honneur ce matin peut aider à ce débat d'actualité, notamment sur les SERM, les services express régionaux métropolitains. Merci. Virgile, c'est pour vous. Ouais, c'est pour moi. Je ne vais pas m'enfoncer sur les SERM, mais par contre, je peux essayer de tenter de répondre avec un autre prisme, qui est celui de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle établi de demande de mobilité qui est basé sur une organisation donnée, qui est issue de 40 ans de tout voiture, en fait. Et l'expérimentation d'autres modes de mobilité, je pense que c'est éventuellement la clé de voûte qui peut aller vers autre chose. Et c'est tant qu'on n'a pas essayé en fait autre chose, on peut pas conclure, dire à l'avance ça va être ça ou ça va être ça. C'est un petit peu ce qu'on appelle un problème complexe où il n'y a pas de bonne recette pour répondre à la problématique. C'est-à-dire que les territoires étant tous différents, il faut adapter sur chaque territoire une solution via l'expérimentation. Voilà, ce serait un peu ma réponse à cette question-là sur comment mieux contrôler la demande et la réponse techno derrière. C'est d'essayer, puis voir comment on peut faire mieux. Merci beaucoup. Je suis désolée, l'heure tourne. On a déjà un tout petit peu dépassé, pas trop. On est relativement bien dans les clous. Je vous donne rendez-vous à partir de 14h cet après-midi pour 3 nouvelles tables rondes. On parlera d'intelligence artificielle, de low-tech et de high-tech, et évidemment d'écologie. Merci beaucoup.